Écoute ce petit bruit familier, celui d'une machine qui s'éveille, d'un liquide noir qui s'écoule, d'une odeur qui envahit la pièce. Avant même d'en boire une gorgée, le café a déjà fait son effet. Il réveille quelque chose en nous. Chaque matin, sur chaque continent, des millions de mains se tendent vers une tasse. C'est un geste universel, un rituel qui relie un berger éthiopien du 9e siècle, un moine fatigué dans son monastère, un trader new-yorkais et toi derrière ton écran. Le café, c'est plus qu'une boisson. C'est une histoire de découverte, de révolution, de rencontres et de dépendance douce. Il a traversé les siècles, enflammé les esprits, inspiré les artistes, tenu éveillé les penseurs et fait tourner le monde moderne. Derrière chaque grain, il y a une terre, un climat, une main qui récolte. Derrière chaque tasse, un savoir-faire, une culture, une émotion. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans ce monde fascinant. On va parler de ses origines mystérieuses, de ses variétés, de ses bienfaits, de ses secrets culinaires. Mais surtout, on va comprendre pourquoi le café, plus qu'un breuvage, est devenu un symbole. Prépare-toi une tasse, respire cette odeur et bienvenue dans l'histoire d'un liquide qui fait battre le cœur du monde. Le café, ce n'est pas un seul goût, ni une seule origine. C'est une forêt de parfums, de textures, d'altitude et d'histoire. Derrière chaque grain, il y a une variété. Et ces variétés, c'est un peu comme les cépages du vin. Chacune a son caractère, son accent, son tempérament. Commençons par les deux grandes familles qui dominent la planète, l'Arabica et le Robusta. L'Arabica, c'est la star. Il pousse en altitude entre 1000 et 2000 mètres. Il déteste la chaleur brute, préfère la fraîcheur et l'ombre. Son goût, fin, aromatique, parfois fleuri, avec une acidité délicate qui rappelle le fruit. C'est le café des amateurs exigeants, celui qu'on déguste lentement, presque religieusement. En face, le Robusta, le dur à cuire, lui pousse plus bas, supporte la chaleur, résiste aux insectes. Il contient presque 2 fois plus de caféine et son goût est plus âpre, plus fort, plus amer. On le retrouve souvent dans les expressos italiens pour donner ce petit coup de fouet, cette crème dorée et cette puissance en bouche. Mais il existe d'autres trésors plus rares. Le Bourbon doux et rond aux notes de chocolat. Le Typica, ancêtre de presque tous les cafés modernes. Et le mythique Geisha, originaire du Panama, si fin et complexe qu'il se vend à prix d'or dans les enchères du monde entier. Chaque variété, chaque terroir, chaque torréfaction crée une nouvelle partition. Boire un café, c'est un peu comme écouter une symphonie. Certains préfèrent la puissance du Robusta, d'autres la finesse de l'Arabica, et les curieux goûtent de les deux selon l'humeur du jour. Alors, la prochaine fois que tu verses ton café du matin, pense-y. Ce que tu bois n'est pas juste une dose de caféine, c'est le résultat d'une lignée, d'un climat, d'un savoir-faire, et d'un peu de magie végétale. Après le grain vient le geste. Et ce geste, il est unique dans chaque coin du monde. Le café, c'est un langage universel, mais chaque culture y a mis son accent, sa musique, son âme. En Italie, tout commence au comptoir. Là-bas, le café, c'est une religion laïque. Le matin, les gens entrent, commandent que d'une voix ferme, un espresso per favore. Le barista exécute le rituel. La machine gronde, la vapeur siffle, la tasse se pose, 2 gorgées, pas une de plus, et la journée peut commencer. L'espresso est né au début du XXe siècle, à Turin. L'idée ? Gagner du temps. Un ingénieur du nom de Luigi Bezzera invente la première machine à pression. En clair, un café concentré, fort, prêt, espresso, expressément. Le mot est resté et le monde entier s'en est emparé. Et puis, il y a le cappuccino, son cousin plus tendre. Son nom vient des moines capucins, ces religieux vêtus d'une robe brune et d'un capuchon beige. La couleur du mélange café-lait leur rappelait leur habit, cappuccino. Aujourd'hui, c'est la boisson du matin, du calme, du confort. Personne en Italie ne le commande après 11 heures. Jamais. C'est presque un sacrilège. Mais quitte l'Europe et le café change encore de visage. Direction Istanbul, au cœur de l'Empire ottoman. Ici, le café est un symbole de prestige, d'hospitalité, parfois même de politique. Au XVIe siècle, on y tenait des cafés publics appelés cavéanes. C'étaient les premiers salons de discussion où l'on débattait de tout, art, commerce, religion, pouvoir. Tellement subversif que le sultan Mourad IV interdit le café en 1633. Mais peine perdue, les gens continuaient d'en boire en cachette. Le café turc, épais sirupeux, presque mystique, a survécu au siècle. Servi dans un petit pot de cuivre, le 16V, il se boit lentement, avec respect. Et quand il reste du marc au fond de la tasse, certains y lisent encore l'avenir. Un peu plus au nord, dans les pays scandinaves, c'est une autre ambiance. Là-bas, on boit du café filtre à longueur de journée. Pas d'exubérance, pas de mousse. Un café clair, infusé lentement, presque méditatif.
Les Norvégiens et les Finlandais sont d'ailleurs les plus gros buveurs de café au monde, plus de 10 kilos par an et par habitant. On appelle ça la culture du fika, une pause café, souvent accompagnée d'un petit gâteau pour respirer et se reconnecter. Et puis, il y a le Japon, qui a transformé le café en art zen. Chez eux, la préparation goutte à goutte, le drip coffee, ressemble à une cérémonie du thé. Chaque geste compte. L'eau tombe lentement, en spirale, dans un filtre en papier. Le temps semble suspendu. C'est un moment de silence, de respect pour le produit. À chaque coin du monde, le café a trouvé sa voie. Court et nerveux à Rome, doux et mousseux à Paris, profond et mystique à Istanbul, lent et contemplatif à Tokyo. Mais peu importe la forme. Chaque tasse raconte la même histoire, celle d'un besoin de lien, d'un petit instant pour soi, entre deux respirations du monde. Parce que boire un café, ce n'est pas juste se réveiller, c'est s'ancrer, c'est dire « je suis là maintenant ». Et c'est peut-être pour ça qu'aucune autre boisson n'a su traverser les cultures avec autant de cœur. Si le café était un médicament, il serait vendu en pharmacie depuis longtemps. Mais comme c'est une boisson, on en abuse souvent sans trop y penser. Alors, est-ce qu'il nous fait du bien ou du mal ? Voyons tout ça ensemble. Commençons par les bienfaits. Le café, c'est d'abord une potion d'énergie. Grâce à la caféine, il stimule le système nerveux central. Vigilance, concentration, mémoire à court terme, tout s'allume plus vite. C'est pour ça qu'un petit espresso avant de travailler, de conduire ou même de faire du sport peut faire des miracles. Mais le vrai trésor du café, ce n'est pas la caféine, ce sont les antioxydants. Le café, c'est l'une des principales sources d'antioxydants dans l'alimentation mondiale. Ces molécules luttent contre le stress oxydatif, ce déséquilibre qui abîme nos cellules et accélère le vieillissement. Résultat, plusieurs études sérieuses montrent qu'une consommation régulière, entre 2 et 4 tasses par jour, est associée à un risque plus faible de développer certaines maladies comme le diabète de type 2, la maladie de Parkinson ou encore certaines affections du foie comme la cirrhose. Et ce n'est pas tout. Le café stimulerait aussi la libération de dopamine et de sérotonine, ces hormones du plaisir et de la motivation. Bref, un petit shoot de bonne humeur liquide. Après les bienfaits, voyons maintenant les effets indésirables. Eh bien, le café a aussi sa part d'ombre, parce que l'énergie qu'il donne, il la prend quelque part. Trop de caféine, et l'effet se retourne. Palpitations, nervosité, insomnie, anxiété, voire maux d'estomac. Certains sont plus sensibles que d'autres. C'est une question de génétique. Un même espresso peut réveiller un Italien et empêcher un Japonais de dormir toute la nuit. Le café peut aussi irriter la muqueuse gastrique, surtout s'il est bu à jeun ou mal filtré. Et contrairement à ce que l'on croit, il ne déshydrate pas, mais il peut ralentir l'absorption de certains minéraux comme le fer et le calcium s'il est consommé juste après les repas. Et puis il y a la dépendance douce. Ce petit manque, ce mal de tête subtil quand on saute sa tasse du matin, c'est la caféine qui réclame sa dose. La clé, comme toujours, c'est la mesure. La dose idéale, c'est 3 à 4 tasses par jour maximum, soit environ 400 mg de caféine pour un adulte. Et après 16 heures, mieux vaut lever le pied, sinon votre cerveau fera la java toute la nuit. Alors non, le café n'est pas un poison, c'est un compagnon exigeant. Il demande à être compris, respecté, dosé. Boire du café, c'est comme tout dans la vie, trop et on s'épuise. Pas assez et on s'endort, mais bien dosé, il fait partie de ces petits plaisirs qui rendent le monde un peu plus éveillé. Chaque année, des milliards de tasses sont consommées aux 4 coins du monde. Selon le Globe Newswire, le marché mondial du café est colossal. Estimé à environ 256 milliards de dollars en 2025, il pourrait atteindre environ 381 milliards de dollars d'ici 2034. Autrement dit, une industrie qui pèse autant que des géants agroalimentaires. Parmi les pays producteurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Brésil produit environ 37% de la production mondiale de café vert. Le Vietnam, quant à lui, suit avec 17%. Selon l'International Coffee Organization, ICO, les exportations mondiales atteignent des volumes très élevés. Par exemple, les exportations de café vert dépassent les 110 millions de sacs de 60 kg. Pour les millions de petits producteurs, ce marché est vital. Dans certains pays, le café représente 20% des recettes d'exportation. Mais il y a un revers de la médaille. Le coût écologique. L'expansion du café entraîne nécessairement des pressions sur l'environnement. Parlons de ces quelques points noirs autour de cette agriculture. La déforestation et la biodiversité. Le café est identifié comme un des moteurs de la déforestation mondiale. Par exemple, dans l'UE, les importations de café ont été responsables d'environ 14 750 hectares de déforestation en 2018, selon le site fera.org. Et dans les grandes zones de production,
Les plantations de café sun-grown, qui veut dire plein soleil, remplacent parfois des forêts shade-grown, qui veut dire ombragées, qui semblent bien plus favorables à la biodiversité. Maintenant, parlons de l'eau et des sols. La culture du café est gourmande en ressources. L'usage intensif de fertilisants, le lessivage des sols et l'érosion sont documentés. Un rapport mentionne que pour produire 1 kg de café torréfié, les émissions de gaz à effet de serre sont très élevées, signe que le cycle complet impose un coût climatique. Autre point à souligner, le changement climatique. D'après un article paru sur le site time.com, les zones de production même sont menacées. Certaines espèces sauvages de café sont en danger d'extinction jusqu'à 60% selon des recherches. En clair, sans adaptation, la production future, et donc l'économie locale, est en péril. On ne peut pas parler de ces points noirs sans parler également des tensions entre économie et écologie. Quand une industrie pèse des centaines de milliards et dépend de milliers de petits agriculteurs, les injonctions écologiques deviennent un réel casse-tête. Par exemple, l'UE a mis en place la European Union Deforestation Regulation, EUDR. Dès 2025 à 26 pour exporter vers l'Europe, un produit comme le café devra prouver qu'il ne provient pas de terres déforestées après 2020. Cet article est disponible sur le site appnews.com. Pour de nombreux petits producteurs, cela signifie de nouveaux coûts, de traçabilité, de documentation, sous peine de perdre l'accès à un marché majeur. Malgré tout, il semble se dessiner un chemin vers un avenir durable. La bonne nouvelle, il existe des pistes. Le modèle Shade Grown, une culture avec plus d'arbres d'ombrage, permet de préserver la biodiversité et la qualité des sols tout en produisant du café. Selon Foodcom SA, le marché du café ou spécialité, équitable ou bio, grandit. Les consommateurs acceptent de payer plus cher pour un café plus responsable. L'innovation et la législation poussent vers plus de transparence et des chaînes d'approvisionnement mieux régulées. Alors voilà la conclusion à méditer. Quand tu verses ta tasse de café, tu tiens dans les mains une boisson qui a fait le tour du monde, littéralement. Elle supporte des familles, des économies, mais aussi des forêts, des sols, des écosystèmes fragiles. Comprendre ce double rôle, c'est prendre conscience que chaque gorgée a un prix et que nous pouvons choisir de changer celui-ci, ou pas. Le café, on le boit, mais les chefs, eux, le cuisinent. Et là, on découvre que ce n'est pas qu'un carburant, c'est un ingrédient noble capable de transformer un dessert, une sauce ou même un cocktail. Le café, c'est une matière première gastronomique. Tout commence par son profil aromatique. Amer, torréfié, boisé, parfois fruité, le café est un terrain de jeu infini pour les chefs. Chaque torréfaction change sa personnalité. Une note légère d'agrumes dans un café d'Éthiopie, du chocolat noir intense dans un Brésil, une touche florale dans un Panama Geisha. Les grands cuisiniers ne le voient plus comme une boisson, mais comme une épice moderne. Une cuillère de café moulu peut donner du relief à une sauce au foie gras, un jus de viande ou même une purée de patates douces. Dans certains restaurants étoilés, on réduit du café avec du vinaigre balsamique pour en faire un sirop noir profond, utilisé comme condiment. C'est surprenant, élégant et terriblement addictif. Le café et la pâtisserie, c'est comme un vieux couple toujours amoureux. Et oui, impossible de parler café sans parler dessert. Du tiramisu italien aux éclairs au café français, il est partout. Mais derrière ces classiques, il y a un principe chimique simple. La chaleur réveille les composés aromatiques du café et le sucre en équilibre l'amertume. C'est cette dualité qui fascine les pâtissiers. Un contraste entre force et douceur. Dans un parfait glacé, une mousse, une ganache, le café apporte de la profondeur, un goût de feu et de nuit. Certains pâtissiers jouent même sur les origines. Un tiramisu à l'arabica du Guatemala, une crème brûlée au café d'Éthiopie, un biscuit moelleux au mocha du Yémen. À chaque origine, et c'est un dessert différent. Le café dans le verre, parlons la mixologie. On a parlé des chefs, des pâtissiers, mais il y a aussi les alchimistes du bar. Parce qu'en mixologie, le café est un pont entre le chaud et le froid, entre l'énergie et la détente. Le plus célèbre, l'espresso martini. Tout commença à Londres en 1983. Un mannequin entre dans un bar et demanda « Make me something that wakes me up and then fucks me up ». Le barman du nom de Dick Bradsell sourit. Il mélangea de la vodka, de la liqueur de Kahlua et un espresso brûlant. Naquit alors le cocktail le plus populaire du XXIe siècle, l'espresso martini. 3 couches parfaites, la base glacée et claire, la crème dense du dessus et le cœur noir profond. Son équilibre,
exactement celui d'un bon café, amer, sucré et légèrement brûlant. On suppose que la mission de ce barman a été accomplie avec succès. Mais la créativité ne s'arrête pas là. Parlons des cocktails les plus connus contenant du café. Le café tonique, né à Stockholm, est un espresso coulé dans un verre préalablement rempli d'eau tonique glacée, servi sans sucre. Résultat, un goût sec, pétillant, presque citronné, une claque de fraîcheur. Visuellement, c'est spectaculaire. Deux liquides qui se repoussent, se mélangent lentement en un nuage caramel. C'est devenu la coqueluche des bars nordiques. Il y a également le cold brew. C'est un café infusé à froid pendant 12 heures, doux et soyeux, qui donne une boisson douce et naturellement sucrée. Résultat, un café sans amertume, avec une longueur en bouche incroyable. Parfait pour jouer sur la texture. Les baristas l'ont d'abord servi seul, puis les mixologues l'ont adopté. En base pour des cocktails fruités, en infusion dans le gin, ou allongé d'une bière brune pour créer des Black Velvet modernes. Enfin, pour les soirées plus corsées, on ne présente plus le célèbre Irish Coffee, cette alliance de café chaud, de whisky et de crème fouettée. Il a été créé à l'aéroport de Shannon en Irlande dans les années 40 pour réchauffer les voyageurs transatlantiques. En bref, le café devient un pont émotionnel. Il relie le feu de l'alcool à la douceur du sucre. Son amertume met en valeur la rondeur d'un rhum, la vivacité d'une vodka, la chaleur d'un whisky. Le barista et le barman parlent alors le même langage, celui de la précision aromatique. Ce qui est fascinant avec le café, c'est qu'il marie les contraires. Il lie les arômes gras, sucrés, fumés et épicés. C'est une passerelle entre les saveurs. Une note qui relie, équilibre, prolonge. En cuisine, il est l'ombre du chocolat, le complice de la vanille, le cousin du poivre noir. Dans un cocktail, il dialogue avec l'alcool comme un vieux copain d'école, avec caractère et loyauté. En conclusion, on peut se dire que oui, le café c'est bien plus qu'une boisson, c'est un ingrédient de chef, un parfum de barista, un terrain d'expérimentation infini. Il ne domine pas, il orchestre. Chimiquement, c'est fascinant. Le café contient plus de 800 composés aromatiques, un véritable dictionnaire des odeurs. Finalement, le café, au fond, c'est en quelque sorte un parfum universel, un accent commun dans toutes les langues du goût. Et peut-être que la vraie force du café, ce n'est pas de nous réveiller, c'est de nous réunir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici, vraiment. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ou au moins découvert le café sous un autre angle. On aurait pu parler de bien d'autres sujets, des cafés rares, des méthodes de torréfaction, des polémiques, des tendances. Bref, le café c'est un monde à lui tout seul. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, à vous abonner. Vous savez comment ça se passe. Ça aide vraiment à faire vivre la chaîne et à continuer l'aventure ensemble. Prenez soin de vous. Et surtout, lorsque vous prendrez votre prochaine tasse de café, tâchez de prendre le temps de l'apprécier et de repenser à tout ce que vous aurez appris à travers cette vidéo. À très vite.